Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux, vous m'avez dit d'Alpha. Il fallait qu'il y ait un débat contradictoire entre l'honorable Francis Tchibalabala et M. India Omari du PPAD. Sur ce, India Omari m'a appelé, on a parlé, il avait suivi l'émission entre honorable Francis Tchibalabala et Nico Maengeli. Il avait fait ses observations. Et par après, nous nous sommes mis d'accord pour un débat contradictoire entre lui et l'honorable Francis Tchibalabala. Mais il a exigé de faire d'abord un plateau seul, afin qu'il puisse éclairer l'opinion sur ce qui a été dit dans cette émission, et aussi, après, il y aura ces débats contradictoires. Mais parce qu'honorable Francis Tchibalabala, ce n'est pas quelqu'un qui fuit des débats, il a dit, si mon frère India passe, j'aimerais aussi revenir éclairer l'opinion par rapport à ce que lui va dire, parce que nous, de l'UDPS, nous aimons toujours être prêts. Je viens de recevoir M. India. Il a dit, l'émission est déjà sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Suivez ce qu'il a dit. Mais il a dit que l'honorable Francis Tchibalabala, il est en train de protéger son frère du pouvoir, Constant Moutamba, que Kabila n'avait pas nommé parce qu'il était incompétent. Alors, sur ce plateau, nous avons honorable Francis Tchibalabala. On va revenir sur la même thématique avec India. Le régime Tshisekedi demeure-t-il dans les violations de la loi de la République? India Omar a dit oui, il a fait démonstration. Alors, honorable Francis Tchibalabala, je précise que vous êtes l'élu sur la liste de l'UDPS Tshisekedi, Eli de Tchangou. Vous étiez vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D'entrée des jeux, pourquoi le régime Tshisekedi excelle dans les violations de la loi de la République? Voilà, vous savez, monsieur le journaliste, premièrement, pour conclure aux violations de loi de la République, il faut d'abord les connaître. Ok. Lorsque vous ne connaissez pas les lois de la République, vous aurez du mal à poser un bon diagnostic par rapport ou à établir un bon jugement par rapport à votre problématique. Vous savez, il y a des compatriotes qui pensent que la loi, c'est ce qu'eux pensent. Il y a des compatriotes qui posent des actes sans qu'ils se rendent compte qu'il y a des lois qui les interdisent. Vous comprenez? Et lorsqu'ils sont poursuivis par la justice, ils commencent à crier sur le toit, voilà, règlement des comptes, etc. On est en train de museler l'opposition, parce que ça c'est un peu la rhétorique au fait. On est en train de museler l'opposition, on est en train de bâillonner l'opposition, etc. Je prends un exemple simple. Je pars du PPRD par exemple. Ok, parti de Joseph Kabila. Le PPRD étant un parti de l'opposition, parce qu'il s'est positionné dans l'opposition, c'est son droit le plus légitime. À l'époque, il y avait un accord de gouvernance entre l'UDPS et les PPRD, étant donné que nous avions la présidence de la République,
nous n'avions pas la majorité au niveau de l'Assemblée. Et au vu de la Constitution, il était impératif que nous puissions ensemble constituer une majorité pour gouverner, bien sûr. Et le PPRD étant étant la première force politique, il était naturel qu'il occupe des postes importants. Vous savez qu'il nous avait conduit à attribuer justement la primature au PPRD, la présidence du Sénat au PPRD, la présidence de l'Assemblée nationale au PPRD et bien d'autres ministères. Vous comprenez? Donc, après, il y a eu rupture, bien entendu, à la suite justement des écarts des langages, des conduites, etc., à la suite de manquements à l'endroit du président de la République. Manquement. Et aussi, oui, manquement, et aussi le président de la République ayant été élu par la population, vous comprenez, et que celle-ci avait fondé son espoir sur le président de la République, ayant constaté, je parle du président, que le PPRD était en train de travailler contre les intérêts de nos compatriotes, il avait enfin décidé de rompre justement ces partenariats qu'il y avait entre le FCC, entre les CACH et le FCC. Ils sont dans l'opposition, mais ils doivent maîtriser les lois de la République. Vous comprenez? Au-delà d'être dans l'opposition, ils ont un président national qui est un ancien président élu, vous comprenez, qui à ce jour a une loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée, qui le protège, et cette loi justement détermine le droit et les obligations du président sortant. Ça veut dire que ça les met dans pratiquement la croisée des chemins entre les actions qu'il doit poser comme politique de l'opposition et son statut d'ancien président de la République. Lorsqu'il y a confrontation de lois entre la loi spéciale ou particulière et la loi générale, donc la loi particulière déroge sur la loi générale. Ça veut dire que le président de la République, l'ancien président Kabila, dans sa double casquette, doit plus pencher du côté de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Et cette loi, quand vous lisez l'article 5 par exemple, oblige les présidents, l'ancien président élu, à un devoir de probité, un devoir de loyauté, un devoir de réserve, vous comprenez? Et lorsque vous méconnaissez la loi, vous comprenez, et que vous posez des actes, comme c'était le cas, les actes qu'on attribue aujourd'hui à l'ancien président Kabila, du genre, par exemple, faire allégeance ou reprendre le narratif des agresseurs de la RDC, vous comprenez, tenir des propos légitimement, justement, les actes horribles, mortifères commis par cette nébuleuse 1-23 et les autres, vous comprenez, automatiquement, l'ancien président viole la loi portant statut des anciens présidents de la République. Donc c'est pour vous dire que le loi, pour que vous vous mettiez dans une position d'établir un jugement, si elles sont violées ou pas, il faut les connaître. S'agissant de la gouvernance du président Tshisekedi, depuis qu'il a pris ses quartiers au Palais de la Nation, le président n'a aucunement violé la Constitution. Aucune. D'ailleurs, je rappelle à l'opinion que la gratuité de l'enseignement, c'est une exigence constitutionnelle. L'article 42 de la qui n'a jamais été mise à exécution tout le temps que le président Kabila avait passé à la tête de ces pays. Entre le président Tshisekedi, je prends un exemple simple, entre le président Tshisekedi et le président Kabila, qui a violé la Constitution? Parce que ne pas appliquer une disposition constitutionnelle, c'est la violer naturellement. Est-ce que toutes les dispositions qui se retrouvent dans la Constitution, il faut les appliquer? Si le pays est pauvre, si le pays n'a pas assez de moyens, on peut mettre certaines dispositions dans le tiroir. Non, non. Vous savez, lorsqu'on vote une constitution par référendum, il y a des dispositions qui ne vont pas entrer en vigueur à la date de la promulgation de celle-ci. Vous comprenez?
il y a aussi des dispositions qui entrent en vigueur à la publication de la Constitution et à la promulgation de la Constitution. Dans les cas d'espèce, cette disposition-là n'était pas une disposition qui devait attendre justement un temps imparti pour qu'elle soit mise à exécution, pour qu'elle soit appliquée. Ce sont des dispositions qui devraient être appliquées à la promulgation de la Constitution. Et pendant tout ce temps, le président Kabila ne l'avait pas appliquée. Donc, si vous entendez justement quelqu'un du PPRD, par exemple, crier à la violation de la Constitution, au mépris des lois de la République, s'agissant de l'attitude de la gouvernance du président Tshisekedi, moi je pense que c'est pratiquement l'hôpital qui se manque la charité. Je considère tout simplement que ils sont en train d'inverser les rôles au fait. Donc ce qu'ils ont fait pendant leur règne, ils pensent dans leur imaginaire collectif que c'est lui qui a remplacé le président Kabila et aussi en train de leur emboîter le pas. Alors que dans les faits, le président se conforme à la Constitution et aux lois de la République. Donc vous confirmez ici qu'entre Joseph Kabila, le régime de Joseph Kabila et le régime Tshisekedi, c'est le régime du président Tshisekedi qui tente à appliquer les lois de la République, mais pas les violer, contrairement... Pas qui tente, qui applique les lois de la République scrupuleusement. Mais je viens de recevoir M. India ici, qui est du PPRD, FCC, qui a dit que vous avez violé la Constitution et le président de la République, aujourd'hui, il n'a pas la légitimation du peuple parce que les élections organisées par Kadima, selon les lois électorales ou les lois de la République, on ne pouvait pas faire des jours. Donc, vous avez fait 8 jours en violation de la Constitution. Vous êtes un juriste, député national. Vous savez, messieurs les journalistes, il y a des faits qui surviennent, bien entendu, qui poussent certains décideurs à être ou à se retrouver en porte-à-faux avec les lois de la République ou avec le loi. Je parle de la CENI, par exemple. Il y a eu beaucoup de contraintes, il y a eu beaucoup de réalités qui avaient fait que les élections soient prorogées un tout petit peu. 8 jours. Il est certes vrai. 8 jours. Non, non, c'est pas 8 jours. Mais il a dit non, si c'est 8 jours. Ce n'est pas 8 jours. Ils n'ont pas pris part aux élections. Je pense qu'ils sont très mal placés pour justement donner l'historicité de ce qui s'est passé. Ils avaient choisi la voie de la résistance, vous observez. Donc c'est pour vous dire que la CENI est un organe technique. La CENI a organisé les élections dans ce pays et au cours de ces élections, la CENI a rencontré beaucoup de contraintes. Ça arrive. Je prends un exemple banal. Même du temps de Kabila, il y avait des provinces qui avaient voté après que tous ayant voté. C'est vrai ça? Naturellement. Les gens sont en train de nous suivre, les internautes. Si, je me rappelle. Écrire. Il y a des provinces, je ne sais pas, avec ma mémoire est en train de me trahir, je ne sais pas dire avec exactitude, mais si vous questionnez les annales de la CENI, vous en conviendrez bien sûr qu'il y a eu des provinces qui avaient voté un peu plus tard, à la suite de certains problèmes, etc., qui auraient empêché à la CENI d'organiser les élections sur toute l'étendue du territoire. Donc, ça nous est arrivé aussi. On ne peut pas crier sur le toit, considérer que la CENI, elle est une structure parfaite et qu'elle ne peut pas, justement, rencontrer des difficultés qui la mettraient, justement, en difficulté de tenir, justement, la promesse qu'elle avait faite aux différentes parties prenantes du processus électoral. Alors, honorable Francis Tchibalabala, je précise que vous êtes l'élu sur la liste de l'UDPS, député national, juriste. India Omari, les opposants vous accusent, vous aussi, de violer, même une fois de plus, les lois de la République, parce qu'il a même parlé de la composition de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Il y a certains juges qui sont là, leur mandat est déjà fini, mais ils sont là dans l'illégalité. Comment expliquez-vous? Vous les chantres de l'état de droit, mais vous savez, je crois qu'il n'a peut-être pas l'information. Je mets ça dans le crédit d'un acteur politique. Je salue la pertinence parfois de ses interventions, mais je crois que s'agissant de la
la Cour constitutionnelle, il s'est trompé lourdement. Des juges qui étaient hors délai ont déjà été remplacés. J'informe le PPRD à travers M. India qu'il y a peu, on avait justement investi des juges constitutionnels en remplacement, je crois, de deux autres qui étaient en dépassement de leur délai. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas un problème qui se pose. Donc les juges donc la Cour constitutionnelle affiche complet et les juges de la Cour constitutionnelle sont dans les stricts justement sont encore dans leur durée, dans la durée de leur mandat. Donc il n'y a pas un seul au jour d'aujourd'hui qui est en dépassement de délai. Est-ce que ceux qui sont là... En dépassement des mandats, est-ce que ceux qui sont là, leur manière d'arriver à la Cour, est-ce qu'ils ont respecté la procédure? La procédure a été respectée. Ils disent que ça s'est fait de manière... Non, la procédure a été... De manière non. gangstérique. Ce sont des accusations en violation de la République. Ce sont des accusations gratuites, étant donné que les deux juges constitutionnels que l'Assemblée avait validé tout récemment, l'un était venu de nous, Assemblée du Parlement, l'un était le produit du Parlement, et l'autre a été désigné par l'exécutif, comme par le pouvoir, bien entendu, comme le loi l'exige. Vous comprenez? Donc, parce que ce n'était pas l'imposition du chef de l'État qui vous avait dit prenez tel et non, vous le mettez là-bas. Mais si soutient... Il semble que ça met noir et partout en violation de loi. D'ailleurs, le président de la République... En imposant sa dictature. D'ailleurs, le président de la République est venu consacrer justement la séparation de pouvoir. Les présidents n'interfèrent pas, que ce soit aux affaires qui concernent la justice, que ce soit aux affaires qui concernent le pouvoir législatif. C'est ce que vous les dites. Présidents... Mais je sais de quoi je parle, parce que j'appartiens à un pouvoir qui est le pouvoir législatif. On ne voit pas l'ombre du président dans nos travaux, dans tout ce que l'on fait. Vous comprenez? Donc les présidents, s'agissant même de la justice, aucune fois les présidents de la République, on a suivi les présidents dénoncer justement l'implication de l'ancien président Kabila dans l'agression dont nous étions ou dont nous sommes victimes. Mais il pouvait tout simplement donner des injonctions à la justice. Étant donné qu'il n'a pas ses pouvoirs, nonobstant le fait qu'il soit le magistrat suprême, il n'a pas dit à la justice de se mettre en branle pour remonter justement les commandements militaires et politiques au fin d'établir la responsabilité directement du président Kabila. On reviendra sur ça, que Jamaïca Samba considère comme des supputations du chef de l'État. Jamaïca Samba considère les dires du chef de l'État comme des supputations. On va ouvrir cette question de Kabila, mais terminons d'abord les arriérés liés à la justice, parce que vous dites que vous ne violez pas les lois de la République, vous respectez les lois de la République. India Omari, qui représente les opposants sur ces plateaux, il a même évoqué la question même du procès. Matata Pognon, aujourd'hui, Matata Pognon est victime de l'acharnement, des colériques du régime. India Omari l'a dit. Il est devant la Cour constitutionnelle n'a pas qualité, mais du moins, vous vous permettez de juger une telle personne. Comment expliquer? Vous savez, lorsqu'on est gestionnaire, on ne doit pas considérer que le pouvoir qui vous est reconnu par les lois de la République constitue un blanc-seing pour que vous posiez des actes même infractionnels, lesquels actes ne peuvent pas être poursuivis un jour. Vous comprenez? Et en tant que gestionnaire, vous devez être comptable vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la nation. Et lorsque le Premier ministre était en train de gérer, je pense qu'il avait connaissance justement de ses devoirs de redevabilité vis-à-vis de la population, vis-à-vis du Congo. Et il s'est révélé plus tard que sa gestion était chaotique s'agissant justement du projet Boukangalonzo. Et la justice s'y est invitée tout simplement pour tirer les choses au clair. S'il était ou s'il est établi réellement que dans cette affaire il n'y est pour rien, il sera sans doute acquitté. Mais si les faits sont
les accusations qui pèsent sur lui sont établies au vu justement des faisceaux de preuves, au vu des éléments dont dispose justement la justice, il n'échappera pas à la condamnation. Voilà. Lorsque on dit qu'il s'agit d'un acharnement, je pense que nous sommes habitués, nous sommes habitués dans ces pays à voler l'argent de l'État sans être inquiétés. Excusez-moi. Sous les régimes Tshisekedi ou des... Non, dans ces pays, je parle du pays. Nous étions habitués et ça à continue, voler. Non, c'est pas ça. Nous étions J'ai habitués même une liste de détournements et sous les régimes Tshisekedi. Nous étions habitués à confondre la poche à la poche ou à la caisse de l'État. Vous comprenez? Et moi, personnellement, je me dis, ceux qui sont en train de détourner l'argent de nos compatriotes, l'argent des contribuables congolais, l'argent des Congolais, sont plus que même ceux qui sont en train de ôter la vie aux Congolais. Parce qu'en faisant cela, je vous donne un exemple. L'argent qui pouvait servir à la construction des hôpitaux, par exemple, dans certains coins où il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, et cet argent est détourné, et pendant ces temps, nos mamans qui sont en train d'accoucher dans des conditions inhumaines quasiment, et elles sont en train naturellement de perdre leurs enfants, des gens sont en train de mourir. Je crois que vous n'êtes pas différent de ceux qui sont en train d'agresser physiquement la RDC, qui sont en train de décimer la population. Et un tel comportement doit être découragé par justement une sanction qui serait proportionnelle à l'acte que vous aurez posé. Donc moi je pense que il ne s'agit pas d'un acharnement, il y a des faits, les factuels sont en train justement d'incriminer justement l'ancien Premier ministre, et je crois, comme je l'ai dit précédemment, s'il est innocent, il sera acquitté. S'agissant de la procédure, parce que j'ai suivi des gens dire que voilà, ces immunités n'ont pas été respectées, etc. Et Vital Kamerhe, professeur, qui a même demandé à la Cour constitutionnelle de faire les choses bien, de respecter vous savez, la procédure. Vous savez, nul n'a le monopole du savoir. Moi, je suis juriste. Professeur, président. Moi, je suis juriste. Je suis capé en droit, mais je suis nul en économie, par exemple. Je suis nul en mathématiques. Je suis nul en physique. Lorsqu'il y a des questions scientifiques qui touchent un domaine, je crois que avant de faire des déclarations, il faudrait bénéficier justement des conseils des experts, des conseils des juristes. Dans les cas d'espèce, l'ancien Premier ministre a cessé justement les audiences au motif que ces immunités n'ont pas été respectées, alors que nous sommes au tribunal. Donc nous sommes au niveau de la cour, nous ne sommes pas au parquet. Les immunités sont observées au niveau du parquet. Vous comprenez? Lorsque le parquet, avant de mener son action, l'action publique, le parquet doit d'abord voir si il est compétent par rapport à la qualité, à la compétence personnelle de la personne, par rapport à la compétence matérielle de la personne. Vous comprenez? Et s'agissant de la compétence personnelle, s'agissant de la compétence matérielle, le parquet, près la Cour de cassation, était compétent. Et le parquet a instruit. Au niveau du parquet, il y avait levé des immunités. L'ancien Premier ministre a été auditionné au niveau du parquet, a été entendu. Mais c'était dans un autre dossier. Et l'affaire en ce moment-là... Organisation, mais ce n'était pas dans les dossiers Bukangalozo. S'il vous plaît. Comment vous avez fusionné les dossiers? Mais comment est-ce que c'est ça l'acharnement, honorable. Comment le dossier s'est retrouvé au niveau de la Cour? Par la magie du régime? Non, pas du tout. C'est le parquet qui a transmis les dossiers à la Cour. Mais il fallait redemander. Ça veut dire qu'il y a eu une enquête, il y a eu une instruction qui a été menée au niveau du parquet. Et au-delà de ça, au niveau de la Cour, il y a des préalables, et bien entendu, les avocats avaient soulevé des préalables liés naturellement à l'observance, etc., du statut personnel de M. Matata, évoquant de l'honorable Matata, évoquant qu'il est député en fonction. Naturellement, la Cour avait joué au fond ces exceptions. C'est-à-dire la Cour allait se prononcer et sur les exceptions et sur le fond. Malheureusement, au lieu
de continuer à comparaître pour présenter justement les éléments qui sont à leur possession pour mettre en difficulté l'action publique. Ils ont laissé les boulevards au parquet et le parquet a requis ce qu'il a requis. Et je pense 20 ans de prison demandés par je pense qu'il reviendra à la cour tout simplement, comme je l'ai dit, d'établir soit la culpabilité de M. Matata, soit l'acquitter si jamais la culpabilité n'est pas établie. Honorable Francis Chibalabala, Matata Pogno, c'est votre collègue, il est député national. Ce qui lui arrive aujourd'hui, ça peut vous arriver demain, parce que vous aussi, votre nom est cité dans les dossiers de la ville. Hein. Vous étiez vice-président de l'Assemblée provinciale, la roue tourne. Donc, vous pensez aujourd'hui, Matata est votre proie. Demain, peut-être, ça serait votre tour. Vous et Godempo et Ngobila, vous pouvez vous retrouver devant la justice. Mais avant d'aller plus loin, il y a un compatriote congolais qui aime bien nous suivre, M. Joseph Mvumbi, depuis l'Europe. Il m'a envoyé une liste ici des crimes, si je peux dire ça, crimes économiques du régime Tshisekedi. Et j'en parle sous réserve, je ne dis pas que c'est vrai, mais si vous pouvez répondre à ces questions, malgré j'en parle sous réserve, il a dit ici: détournement à ciel ouvert par les dirigeants congolais depuis 2019. Suivez bien. Il a parlé de Vital Kamerhe. Je n'ai pas dit que Vital Kamerhe a détourné, mais sous réserve. Il dit 57 millions maisons préfabriquées, 324 millions francophonie, 102 millions Chile-Gelou, 300 millions Covid, 600 millions RAM, 14 millions construction des pyramides Mbujimaï, 10 millions Gécamine, 32 millions Kinshasa zéro trou, 25 millions route Kananga Mbujimaï, 300 millions forage, 13 millions lampadaires, 3 millions Sénat, 70 millions sociétés communières, 250 000 dollars ISTM Maniema, 250 millions gouvernorat Tanganyika. Il y a tellement, la liste est longue. Ça, c'est sous les régimes. Tu sais pourquoi tous ces gens ne se retrouvent pas devant la justice afin que cet argent puisse retourner dans la caisse de l'État? Mais c'est Matata Pogno qui paye les prix, un dossier d'antiquité, mais des dossiers plus récents, mais vous faites rien. Parce que ce n'est pas une justice de deux poids deux mesures. Je commence par rectifier les accusations gratuites de M. Joseph Mvumbi. Non, venant de vous. J'ai dit de M. Joseph. En disant que je suis aussi cité dans des dossiers. Je crois que ça, c'est très mal méconnaître personnellement. Et renseignez-vous. Mais je vois dans les réseaux sociaux. Non. Renseignez-vous. Moi, j'ai eu une gestion clean lors de mon passage au bureau de l'Assemblée provinciale. Je ne traîne pas des casseroles. Voilà, donc ça c'est une précision que je voudrais apporter, que je voulais apporter bien sûr. S'agissant des accusations de notre compatriote, vous savez, moi personnellement, je m'interdis toujours d'affirmer des choses, s'agissant tout simplement des accusations, pour ne pas ternir l'image d'une personne. Vous comprenez? Il y a un fait de dénoncer ou d'accuser gratuitement quelqu'un, il est aussi un fait d'établir justement la culpabilité de cette personne, ou les liens entre justement les faits incriminés et la personne qui est injustement accusée. S'agissant de ces détournements, de ces prétendus détournements, des montants qui il y a des ministres qui ont été entendus au niveau du parquet. Il y a des gens qui ont été arrêtés, des anciens ministres qui ont été arrêtés, qui ont même été transféré au niveau de la prison centrale. Mais pendant ces temps, la justice était en train de faire son travail. La même justice qui avait arrêté a estimé que soit les faits étaient bénins, soit les accusations n'étaient pas fondées, vous comprenez? Avec des montants comme ça, avait accordé, s'il vous plaît, avait accordé justement la liberté provisoire à certains d'entre eux. Donc, s'agissant du président Kamerhe, des présidents Kamerhe, je rappelle, s'il vous plaît, je rappelle l'opinion que le président Kamerhe a été acquitté. Lorsqu'on acquitte une personne, ça veut tout simplement dire que la justice n'a pas trouvé une raison légitime. N'a pas trouvé une raison légitime. Mais il a été condamné. C'est basant sur des faits
se basant sur des faisceaux d'indices pour condamner une personne. Il peut être condamné. Vous pouvez être condamné au premier degré, condamné au second degré et être acquitté au niveau de la cassation. Alors, quand on l'avait condamné au premier degré, quels étaient les éléments de la condamnation? S'il vous plaît, vous n'êtes pas dans l'église ici. Quels étaient les éléments de la condamnation au premier degré et au deuxième degré? Alors, au troisième degré, on dit il est acquitté. Alors, où se trouvent les maisons préfabriquées et les 57 millions? C'est ça la question que l'opinion se pose. Ici, nous ne sommes pas les juges, nous ne sommes pas un tribunal. Vous êtes député national, vous pouvez... Naturellement. Ici, je suis en train de vous répondre en vous disant ceci. Il ne suffit pas de dénoncer. Il ne suffit pas de porter des accusations contre une personne au niveau de l'opinion comme au niveau de la justice pour qu'il soit réétabli que cette personne est réellement coupable de ces accusations-là. Une chose est d'accuser, une autre est d'apporter des éléments, des preuves qui doivent justement ou qui vont soutenir vos accusations. Dans les cas d'espèces, moi personnellement, je n'ai pas, en ma connaissance, je n'ai pas lu ou je n'ai pas entendu une condamnation devenue irrévocable, une condamnation définitive contre un dignitaire de notre régime pour que je considère que celui-ci a détourné, celui-ci a commis telle infraction. Donc, personnellement, je suis en difficulté, étant donné que je suis juriste. Donc, il y a des accusations gratuites. Est-ce que vous les faites sciemment pour protéger vos frères du régime ou vous travaillez pour l'intérêt de la nation, honorable François Tchibalabala? S'il vous plaît, je vous mets devant un fait accompli. Parce que vous êtes député national, élu du peuple. Ouais. Donc, vous pouvez entamer une action pour ôter l'ambiguïté qui est dans la population congolaise. Je vous pose une question directe. Parce que le dossier Matata, vous dites que le dossier Bukangalozo, il faut qu'il y ait ces 280 millions. Malgré Gobler vous dit, j'avais reçu l'argent. Vous voyez? Maintenant ici, vous avez un Caméré qui a été acquitté, oui. Mais la question de l'opinion, où se trouvent les maisons préfabriquées? Est-ce si difficile de mener les enquêtes que vous puissiez montrer à l'opinion publique, voici les maisons préfabriquées parce que Caméré a été acquitté, mais les résultats de cet argent... éclairez l'opinion. Acceptez que j'inverse le rôle. Je vous pose aussi une question. C'est Caméré qui était chargé d'exécuter ça, ces contrats. Non, il semble qu'il était... c'est lui qui avait conduit ce projet les 100 jours. Vous pouvez vous établir la culpabilité des Caméré? J'ai dit, mais pourquoi il a été jugé? Justement parce que quand on est cité dans une affaire, la justice vous interpelle, la justice vous auditionne, vous entend, et la justice va confronter des éléments de preuve à la RTNC, on avait écrit procès. Donc ça, je crois que ce n'est pas, c'est déjà dépassé. Non, ce n'est pas dépassé, c'est l'argent de la République, s'il vous plaît. Non, mais prouvez-moi qu'il est coupable. Non, moi je n'ai pas dit qu'il est coupable. Il a été acquitté par la justice. Voilà. Mais je pose la question. Ne commentons pas les décisions de justice. Je vous pose la question de l'opinion. S'il vous plaît, vous êtes député national, vous avez les droits de la redevabilité parce qu'on vous avait nommé par le peuple. Ce peuple vous pose la question. Où se trouvent les maisons préfabriquées? Donc la redevabilité suppose qu'en tant que député, je dois commencer à imputer des faits. Non, aider l'opinion à comprendre. Non, à comprendre quoi? Parce que la justice était parce que vous pouvez inviter les ministres, non, vous pouvez inviter les gens. Personnellement, je crois que ici, je ne suis pas en train de faire de prendre la défense de ceux qui sont cités dans des affaires de détournement, etc. La justice est là pour faire son travail. Moi, je suis du pouvoir législatif. En vertu du principe de la séparation de pouvoir, je me vois en difficulté de commenter justement les décisions de justice. Voilà, ne commentez pas alors les décisions de justice. S'agissant de ceux qui sont accusés d'avoir détourné l'argent de l'État, je pense que ce sont des dossiers qui peuvent rebondir à tout moment. Et mais si réellement ils ont détourné l'argent de l'État, ils ne vont pas échapper à la rigueur de la loi. Alors, honorable François Tchibalabala, il ne faut pas que les gens croient que vous êtes en train de vous protéger parce que les opposants vous accusent, vous les régimes. Il y a arrêté ici, il a dit,
vous excellez dans les violations de loi Non, de la ça, République. c'est Et aussi, d'accusations gratuites. aussi, parlons de ces dossiers de francophonie, 324 millions. Parce que vous avez, suivi les dossiers ici, c'est lui qui était qui gérait, qui avait l'organisation de la francophonie, dire M. Kazadi et l'autre. Mais jusqu'à aujourd'hui, les dossiers par terre, mais quand même, c'est des montants qui dérangent quand même le commun mortel. Voilà pourquoi les gens estiment qu'il y a un acharnement contre Matata. Parce que les autres personnes, vous les lavez parce qu'ils sont avec vous. Ils sont avec vous. Écoutez, tous ceux qui sont aujourd'hui au Congo, tous ceux, je prends l'exemple, nos frères du PPRD, ne traînent-ils pas des casseroles? Il revient à la justice d'apprécier. C'est la justice, c'est un autre pouvoir. Lorsque la justice trouve qu'il y a par clameur public ou par dénonciation, qu'elle peut enclencher sa machine pour justement établir la responsabilité d'une personne qui est mise en cause, je crois que ça fait partie de son pouvoir discrétionnaire. Moi, je n'ai pas interféré. Donc, s'il y a des gens qui auraient détourné, tels que vous le dites, je pense qu'ils ne seront pas sur orbite. Je pense qu'ils seront poursuivis un jour. Si pas dans notre régime, il y aura un autre régime qui va arriver. Vous comprenez? Le plus important ici, c'est d'avoir la probité morale. De faire toujours le parallèle entre la caisse de l'État et votre poche. De gérer de manière efficiente la chose publique, les finances de la République. Les contraires vous exposent justement aux poursuites. Si pas aujourd'hui, demain, l'affaire finira par remonter à la surface et on mettra la main sur vous. Alors, honorable François Tibalabala, parce que nous parlons de violation de la République, vous, comme juriste, comment pouvez-vous commettre l'erreur? Dans l'émission précédente ici, selon M. Indio Marie, qui a démontré sur ces plateaux votre incompétence ou vos insuffisances sur le plan de droit. Lui qui est politologue, mais il a quand même donné cours ici, il dit que le ministre de la Justice, il ne pouvait pas agir sur la voie des communiqués. Et parce que là, il n'avait pas le pouvoir de donner l'injonction, il était dans l'anarchie, dans les sensationnels, mais vous l'avez appuyé. Comment un juriste peut tomber si bas comme ça? Non, mais vous savez, j'ai comme l'impression que... Bon, je ne sais pas si les gens ont la facilité de comprendre certains propos qui sont sortis. Je me pose la question personnellement. Je n'ai jamais dit, moi, que le ministre a agi par voie d'un communiqué. C'était une question que j'avais posée à mon co-débatteur de l'autre fois, en disant, il avait soutenu que le président agit par voie d'ordonnance. Je lui ai dit, mais vous attaquez les communiqués. Peux-tu me dire si le ministre agit par voie de communiqué? C'était une question qui était venue de moi. Au-delà de ça, j'ai comme l'impression qu'on refuse de comprendre la portée justement... Éclairer l'opinion alors. La portée de mon intervention. Et s'agissant de la saisie, j'ai même dit les communiqués n'ordonnent pas, n'avaient pas ordonné la saisie. Vous savez, lorsque vous lisez la doctrine, s'agissant du pouvoir d'injonction du ministre de la Justice vis-à-vis du parquet, vous comprenez, ces pouvoirs d'injonction s'étendent jusqu'aux orientations que le ministre donne au parquet. Je prends un exemple simple. Le ministre ne peut pas dire que voilà, enquêter sur Delphin, il s'arrête là. Non. Les pouvoirs d'injonction ne se passent pas comme ça. Il va vous dire, enquêter sur Delphin, pas par rapport à la sphère privée. Vous aurez battu votre femme, par exemple, ou vous aurez détourné l'argent, vous aurez escroqué un ami. Il va vous dire, enquêter sur Delphin, s'agissant des accusations, des rébellions, par exemple, des accusations qui pèsent sur lui par rapport au fait qu'il serait l'auteur ou les promoteurs de l'AFC. Justement, c'est ça l'orientation. Et les ministres
par rapport à ces pouvoirs-là d'orienter l'action, d'orienter justement l'enquête du parquet, il peut aussi solliciter à ce que les biens soient saisis, nonobstant le fait que la saisie d'objets relève justement soit de la police judiciaire, soit du parquet. Vous comprenez, lorsque le parquet ou la police judiciaire est en train d'instruire son dossier par rapport à un fait infractionnel, elle est en droit, la police, les parquets, il est en droit de procéder à la saisie d'objets ayant concouru à la commission d'une infraction. Mais le ministre donne des orientations à travers le communiqué. Le ministre n'a pas ordonné, étant donné qu'il n'y a pas un arrêté qui établit expressis verbis la saisie sur injonction du ministre. Donc c'est cela la différence que je voulais apporter par rapport à toutes ces accusations qui pleuvent contre les communiqués du ministère. Ce n'est même pas les communiqués du ministre, c'est les communiqués du ministère de la Justice. Non, les cabinets qui informent. les cabinets du ministre. Les cabinets du ministère de la Justice. Est-ce qu'un cabinet qui du informe. ministère de la Justice a qualité de faire un communiqué? Non, mais ça dépend, tout dépend de la manière dont il travaille. Est-ce que ces communiqués engagent les ministres? Non, mais naturellement, ça engage le ministre dans la mesure où c'est son cabinet. Donc c'est le ministre qui est l'auteur de ces communiqués. Les contenus, oui. C'est le ministre qui a demandé à ce qu'on établisse ou qu'on rédige un communiqué pour informer l'opinion. Les cabinets, le ministère de la Justice, mais à la fin, signé cabinet du ministre. Mais où est le problème? Est-ce que s'il y a un problème, un fait, qui peut répondre devant la justice, est-ce le ministre ou le membre de son cabinet? Non, mais écoutez, c'est quoi la nature juridique d'un communiqué? Non, mais c'est là où il y a un flou. Non, mais c'est quoi la nature? C'est là où il y a un attaquer flou. quoi? Hein? Vous allez attaquer un communiqué, c'est quoi sa nature juridique? Mais ça, c'est un débat, c'est un débat. Non, c'est l'amateurisme au niveau de la gestion du cabinet du ministre. Tous les ministres procèdent par des communiqués. Tous les ministères procèdent par des communiqués. Mais il y a des ministres qui signent, mais chez Mouta, non, mais c'est pas lui, c'est les cabinets. Non, les ministres n'est pas obligé de signer. Mais c'est ça son que j'ai dit. cabinet peut signer. Maintenant, la question de l'opinion, de la question signée par le directeur de cabinet. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, la question de l'opinion, tous les communiqués du ministère de la Justice, c'est signé cabinet. Mais où est le mal? Qui est le responsable, je peux dire pénal, s'il y a un problème, que ces communiqués aillent à violer les lois de la République? Qui va répondre? Parce que ici, on parle de violation des lois de la République. C'est ça le sujet. Vous savez, lorsqu'on n'est pas juriste, il ne faut pas commenter sur des actes ou sur des propos qui risquent de vous entraîner dans un engrenage auquel vous ne saurez plus ressortir. Honorable, aidez-nous. Vous comprenez? S'il vous plaît. Ici, il n'y a pas question de ne cherchez pas à nous envoûter avec vos notions de droit. Aidez-nous. La question que je me pose, est-ce le cabinet d'un ministre n'est-il pas en droit d'élaborer, de signer un communiqué? Oui. Ok. Deuxième question. Est-ce que signer un communiqué signé par le cabinet d'un ministre est-il fait en violation de loi de la République? J'ai dit non. Mais pourquoi ça doit appeler un débat? Maintenant, la question, si ces communiqués violeraient la loi. J'ai déjà répondu négativement. Qui peut répondre devant la justice? Non, les communiqués vont violer c'est quelle une loi? personne morale ou bien comment? Aidez-nous. Les communiqués vont violer quelle loi? J'ai dit, par exemple, un communiqué du ministère de la Justice signé par les cabinets. Mais ces communiqués ne tirent pas le soubassement sur les lois de la République. Ces communiqués énervent les lois de la République. Pénalement, qui va répondre? Les communiqués informant l'opinion que le ministre a fait injonction, a donné injonction au parquet d'ouvrir une action pénale contre le président constitue une infraction. Mais je pose la question. C'est là où il y a des questions de l'opinion. Attendons aux questions fondamentales. L'opinion a besoin justement que nous puissions apporter des réponses à ces préoccupations. Est-ce le ministre qui va répondre à la place du cabinet? Va répondre pour avoir fait quoi? J'ai dit. Pour avoir informé l'opinion. C'est communiqué à quelle valeur juridique? Aucune valeur juridique. Donc, un ministre pose des actes sans une valeur juridique.
est-ce que c'est interdit de signer un communiqué? Mais je pose la question. Non, valeur juridique. Est-ce que Est-ce c'est un que lui, acte? Non, non. donc, là, alors, il devient une personne vous savez normale. la Une difficulté, personne comme... la difficulté que j'ai, c'est d'échanger avec vous sur un sujet technique. Non. Vous n'êtes pas juriste. Les publics... Vous aurez tendance à rebondir sur la J'ai dit, question. je pose les questions pour les publics. Il y a des juristes qui sont en train de me suivre. répète. Ok. Il n'est pas interdit à un ministère ou à un ministre à travers son cabinet de signer, d'établir un communiqué et de les signer. Ok. Ce n'est pas une infraction. Savez-vous que dans ces communiqués, il y a les logos du ministère, il y a les insignes représentant ces ministères. Ce qui veut dire, ces communiqués a un petit pouvoir. Parce que ces communiqués donnant l'injonction, donc ceux qui vont lire ces communiqués vont obéir. Qui vont obéir? Au cabinet du ministère. Qui vont obéir? Est-ce que le ministre a donné injonction à travers le communiqué? Il y a un problème sérieux là. Non. Le communiqué, c'est pour informer l'opinion. Donc, quand moi je vais me réveiller chez moi à la maison, je prends un papier, je mets les insignes. Vous êtes patron de votre J'ai dit chaîne. cabinet du ministre Êtes, de la justice, j'ai fait un communiqué. Vous êtes promoteur d'une émission. Vous pouvez faire un communiqué. Voilà, je suis en train de recruter des techniciens. Où j'informe l'opinion qu'en telle date, je vais procéder au recrutement des journalistes pour m'accompagner dans cette émission. Dans ces communiqués, les gens peuvent suivre ou ne pas suivre. Donc il n'y aura pas de conséquences. Il n'y aura pas de conséquences. C'est une distraction. C'est Merci. juste pour informer l'opinion. Merci APJ au peuple de juger. Mais honorable Francis Chibalabala, les gens vous aiment beaucoup. Mais ici, vous êtes devant les milliers de Congolais qui sont en train de vous suivre. Vous êtes député national. Est-ce aujourd'hui, quand la RTNC, la chaîne nationale, lit un communiqué conjoint, si je peux dire ainsi, appelant les Kandinanga les compatriotes, pas des pantins. Pour les autres, le régime Tshisekedi a joué avec l'opinion publique. Parce que ces gens hier, ils étaient des pantins, des assassins, des criminels. Comment aujourd'hui c'est revirement? Non, mais où se situe justement cette contradiction, cette ambiguïté, se situe à quel niveau? Pantin, vous êtes Congolais, mais vous êtes pantin. Vous êtes Congolais, mais vous êtes criminel. Lorsqu'on dit des compatriotes, parce qu'ils sont Congolais, mais ils étaient pantins, ou ils sont pantins. Donc il n'y a pas de différence par rapport à cela. Vous savez que le président n'avait jamais traité l'AFC 1-23 des Rwandais. Il avait toujours soutenu que ce sont des pantins. Ce sont des pantins parce que ils étaient pratiquement à la solde du président Kagame. Ils étaient au service justement du président Kagame. Ils étaient. Je considère qu'aujourd'hui ils se sont repentis. Vous dites? Je considère qu'ils se sont repentis. Vous énervez les gens à la maison. Non, je considère. Pourquoi je dis je considère? Parce qu'on a constaté que les armes se sont tues. Donc je considère aujourd'hui qu'ils se sont repentis. Mais ils étaient à la solde du président Kagame. Vous savez, le président de la République, certains disent qu'il y a eu ces changements de narratif par rapport au dialogue qu'il rejetait avec les 1-23 au motif qu'ils étaient des pantins et qu'aujourd'hui il accepte de négocier. Non, c'est sur base justement de la résolution 2773. Cette résolution justement fait des recommandations aux partis de se retrouver autour de la table. Au-delà de ça, les processus de Luanda, les processus de Nairobi avaient déjà défini les cadres, les protagonistes, etc. Donc le président ne s'est conformé que justement à la résolution des Nations Unies. Il ne s'est conformé qu'au processus qui était déjà entamé. Mais il ne voulait pas que les questions de fond soient débattues avec ceux qui n'avaient pas la décision, ceux qui devaient naturellement se référer à leur maître en pensée pour
s'est positionné par rapport à X ou Y décision qui allait advenir. Donc c'est un peu dans cette optique-là que le président de la République refusait. Mais aujourd'hui que les choses se sont dessinées, au niveau des Doha, comme au niveau des Nations Unies, les Américains ont servi ou se sont posés en médiateur, tout simplement, pour que la RDC et le Rwanda signent justement... ces accords de principe, on en parle, mais revenez sur la photo que vous venez de mettre là. Honorable Francis Chibalabala, ici je fais que les ponts entre les dirigeants et les dirigés, les opprimés et les riches, que vous êtes. Regardez bien cette photo. Vous avez un Biamungu qui est ici, vous avez un Anga, vous avez un Bissimwa, vous avez un Goma, vous avez ces sanguinaires. Ils ont tué, ils ont décimé des familles. Hier, les gens vous croyaient en disant c'est des pantins, c'est des assassins. Ils ont le sang dans leurs mains. Mais aujourd'hui, quand vous dites que ces gens, ce sont des compatriotes, ce sont des Congolais, nous devons parler, se mettre ensemble. Savez-vous combien de cœurs que vous avez blessés? Parce que hier, quand ces gens étaient encore à Bunagana, on vous disait négocier avec eux, parler avec eux. Mais qui avait refusé de négocier? Négocier avec eux, parler avec eux. Aujourd'hui, Kagame n'est plus derrière eux, ils sont devenus clean. Non, qui avait refusé de négocier? Mais parce que... Est-ce que le président Tshisekedi s'était opposé aux négociations? Non, vous disiez que c'était la ligne rouge. Non, et Kagame est toujours vivant. S'il vous plaît, qu'est-ce qui a changé? Je voudrais ici vous remettre en contexte. Ok. L'AFC M23, c'est une invention du Rwanda. C'est Paul Kagame qui en est les tireurs de ficelle. Jusqu'à aujourd'hui. En effet. Rien n'a changé alors. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le président Kagame refusait de porter, d'endosser toute la responsabilité des tueries, des exactions qui ont été commises dans la partie orientale de la RDC. Il est en train de décliner cette responsabilité-là. Et le président Tshisekedi, sachant que c'est le président Kagame qui est le patron justement de cette nébuleuse, il avait souhaité négocier directement. C'est d'où d'ailleurs les bien fondés du processus de Luanda. Okay. Mais au-delà de ça, le président Kagame, qui est un Rwandais, il a utilisé nos compatriotes qui ont un patriotisme de papier, des compatriotes de mauvaise qualité, tout simplement, qui ont accepté de prendre des armes pour tuer leurs frères. Et ces morts, ces personnes qui sont mortes, les sont-elles mortes gratuitement au motif que cette nébuleuse était en porte-à-faux avec la gouvernance du président Tshisekedi, au motif qu'il fallait renverser l'ordre constitutionnel établi. Est-ce pour, si vous êtes contre la gouvernance, contre le régime, nous avons opté pour la démocratie, préparez-vous pour les futures élections, affûtez ou peaufinez, si vous voulez, une offre politique que vous allez soumettre à la population. Si elle la séduit, automatiquement la population voterait pour vous. Donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait des compatriotes qui aient pris les armes pour tuer leurs compatriotes. Donc déjà, moi je pense que c'est quelque chose qui va leur coller jusque peut-être à la fin de leur vie. Ils ne vont pas s'en départir. Et au-delà de ça, le président Tshisekedi n'avait jamais refusé de négocier. Il a obtenu gain de cause par rapport au format qu'il exigeait lui-même. Le président Tshisekedi, c'était d'abord de négocier avec Paul Kagame. On a vu à Doha, on a vu aux États-Unis, etc. Il y a même la résolution qui consacre cela, la résolution des Nations Unies. Donc ici, il n'y a pas eu changement de rhétorique. Ici, on ne s'est pas dédié. Nous sommes restés droits dans nos bottes par rapport aux conditions qui étaient les nôtres. Et je rassure l'opinion que
les accords qui sont en cours d'être élaborés, ou l'accord qui est en cours d'être élaboré entre la RDC et le Rwanda, sera fait aux conditions de la RDC. Aux conditions de la RDC, il semble que c'est là que vous vous trompez. Et j'ai dit ici avant vous, j'ai reçu une Marie qui vous a humilié en disant que vous allez souffrir entre les mains des États-Unis et les Rwanda en signant des principes qui nous mettent à mal. Parlons de ces 6 principes qui est que la République a signé, Thérèse Kayikwamba et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, quand on dit que la RDC va rapatrier, ou soit accepter ces réfugiés qui sont au Rwanda. Savez-vous le nombre de réfugiés congolais qui sont au Rwanda? Est-ce que ça ne serait pas une porte encore d'infiltration que les Rwandais entrent au Congo? Parce que comment sauriez-vous qui sont congolais, qui ne le sont pas? Parce qu'il y a des Rwandais qui se réclament congolais avec l'air faciès des nilotiques. D'abord, c'est très facile. Vous savez pourquoi c'est très facile? C'est très facile parce que là, si on regarde, on jette un coup d'œil sur votre carte d'électeur, il y a vos origines qui sont reprises. District, territoire, etc. Et rassurez-vous, malgré les désordres que ces gens ont emmenés dans la partie orientale de la RDC, pour brouiller les pistes tout simplement, au fin d'organiser justement l'infiltration justement de notre pays, de l'infiltration, nonobstant ces faits-là, viendra un jour où la vérité sera rétablie. Il y a des chefs coutumiers qui n'ont pas été tous tués, qui peuvent établir l'historicité de famille des uns et des autres. Donc je pense que il y aura toujours possibilité que nous puissions savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. D'ailleurs, moi je suis très content parce que le président de la République avait promis que cette guerre va se terminer différemment de toutes les guerres qui nous ont été imposées. Et je pense qu'il est en train de... Les faits lui donnent raison aujourd'hui, dans la mesure où non seulement les principes de la souveraineté de la RDC est consacré dans cet accord. Mais dans cet accord, quand vous parlez des principes de la souveraineté, également, on dit aussi le principe de la souveraineté, il faut respecter aussi les limites du Rwanda. Mais quelque part, on dit vous devez co-gérer nos parcs. Non, s'il vous plaît. Vous savez... La co-gestion, comment expliquer? Vous savez, moi personnellement... Au Rwanda, il y a la sécurité, mais chez nous... il semble que tous les gorilles du montagne, ils sont de montagne, ils sont de l'autre côté. J'aurais du mal personnellement à opiner par rapport à votre question, dans la mesure où je considère que les conditions qui sont dans cet accord de principe, ce sont des conditions ce sont des principes qui sont fixés tout simplement. Ce sont des conditions exploratoires. Attendons justement les vrais accords. C'est à partir de ça que nous allons émettre des jugements. Si dans les vrais accords, il est dit par exemple que s'agissant de la cogestion, il croit entendre la cogestion comme étant le fait que nous devons par exemple sécuriser en tandem les parcs, étant donné que le Rwanda pourrait arguer en disant que voilà, c'est là que se niche par exemple les Hutus qui constituent une menace pour le Rwanda. Je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient. On a vu notre armée en tandem avec l'armée ougandaise en train de pourchasser je crois que ce sont de FDLR, en train de le pourchasser. Donc je pense que nous sommes en train de mettre la charrue avant les bœufs, qu'on attend l'accord proprement dit, ce qui va y consigner, bien entendu, et c'est alors que
nous allons émettre des points de vue ou des jugements par rapport à ça. Je veux vous scandaliser, mais parce que vous êtes député national, c'est une matière que Indy Omar il vous donne. Je fais que faire les relais. Avant qu'il y ait cette signature des accords de principe, il semble que 48 heures avant, les États-Unis aient signé un contrat de minerais avec le Rwanda. Vous êtes un député national, allez chercher, si c'est faux, vous pouvez nous aider. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'exiger que ces accords de principe puissent venir au Parlement afin que vous puissiez discuter sur ça? Parce qu'on ne peut pas engager un pays dans un trou compliqué comme ça, vous les élus du peuple, que vous ne puissiez pas jeter un œil sur les accords si importants comme ça. Non, mais naturellement, selon la Constitution, ces accords doivent passer par le Parlement. Ça, c'est tout naturel. Donc, surtout que s'il y a une souveraineté partagée par rapport à certains points, par exemple, cela doit passer par le Parlement, naturellement. Donc, on attend les contenus, qu'on sache d'abord les contenus de cet accord, et c'est alors que nous allons émettre des points de vue par rapport à cela. Mais je crois que cet accord, si il est établi, il va suivre son cours normal jusqu'à chuter justement au niveau du Parlement pour que nous, députés qui sommes l'émanation de la population, soyons informés des bout en bout de ce qu'il en est exactement. Et les contrats de minerais entre les États-Unis et le Rwanda, est-ce que les États-Unis ne jouent pas un faux jeu contre la RDC? Comment ils peuvent signer avec le Rwanda? Non, mais on n'a pas de jugement. Est-ce qu'il est interdit à un État de signer avec mais le Rwanda n'a pas de jugement, on n'a pas de minerais. Non, Kagame vous a démontré qu'il a aussi des minerais sous son sol. Vous comprenez? Donc les États-Unis ne sont pas en train de légitimer justement une main basse qui est faite par le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'évider les minerais du sang que le Rwanda a chez lui pour que le Rwanda puisse vendre ça calmement? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise stratégie? Nous ne fourrons pas notre nez dans une cuisine interne. Mais parce qu'il y a un procès contre tous les minerais volés en RDC, que ça ne se vende pas sur le plan international. Les États-Unis sont libres de conclure des accords avec n'importe quel pays, du moment que ça ne préjudicie pas nos intérêts. Vous ne comprenez pas ma question? J'ai dit, il y a un procès contre le pays voleur ou receleur qui ont volé les minerais de la RDC pour qu'ils ne vendent pas ça sur le plan international. Est-ce que les États-Unis n'ont pas signé ces contrats avec le Rwanda pour vider tous les minerais volés par le Rwanda en RDC? Ce sont des accusations où vous avez la certitude que les États-Unis ont signé. Je vous dis, Indy Omar a dit ici, allez vérifier, vous êtes député national. Non, mais au-delà de ça, vous êtes député national, je vous donne la matière alors. Mais je vous dis que ça ne nous concerne pas. Parce qu'il n'y a pas moyen de bloquer, parce que vous dites que le Rwanda n'a pas de gisement sur son sol. Le chef l'a dit. Comment le Rwanda peut vendre? Le chef a parlé des métaux rares. Honorable Francis Chibalabala, regardez la caméra, c'est votre mot de la fin. Vous étiez les premiers à dire ici que Kabila était à Goma. Sur ce, il mérite toutes les sanctions du monde. Mais j'ai vu Joseph Kabila en Swaziland avec l'ancien président sud-africain Zuma. Comment vous cipitez toujours sur l'âme? Non, mais écoutez, il y a eu des communiqués, il y a eu des tweets qui ont fait état de la présence dans de la République Kabila. Agit par des tweets et communiqués. Quelle République a agi? Sans Vous avoir pouvez de me citer une décision prise par la République compte tenu de cette information-là? Jacques Ma a dit ils ont les éléments. Voilà, ils ont des éléments. Moi, je vous donne ce que nous connaissons. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Moi, j'ai vu des tweets. Je m'en tiens aux tweets. Mais le ministre, le VPM de l'Intérieur, a des informations que moi, je n'ai pas. Le ministre de la Justice a des informations que je n'ai pas. 30 secondes. Si vous pouvez vous lever, je pense que ça serait mieux, on va terminer cette émission. Voilà. Attendez, trouvez-moi un peu la photo d'un bongo au l'obsèque des papes, parce que le chef de l'État s'était rendu là-bas, l'honorable Francis Chibalabala. Ça circule même dans les médias internationaux que
cardinal Ambongo risque de devenir le prochain pape parce qu'il est si influent là-bas. Mais l'inquiétude du public et de l'opinion est que Ambongo a toujours été contre le régime Tshisekedi par rapport à ses discours. Pensez-vous que si Ambongo devient pape, le pouvoir de Tshisekedi peut être considéré comme un pouvoir finissant? Non, mais finissant comment? Parce que nous sommes dans les timings constitutionnels nous exigeaient. Hein, nous reconnus. Le pouvoir est là pour 5 ans. Vous comprenez? Donc, s'il devient pape, je crois que le pape a double casquette. D'un côté, il est président aussi, parce que le Vatican est considéré comme étant un État, un micro-État. De l'autre côté, c'est un religieux. Vous comprenez? Et comme chef d'État, on a suivi le feu pape faire des déclarations contre Trump, contre la politique de Trump. Il a fait des déclarations contre le Rwandais, contre la communauté internationale, qui est en train de s'aimer du désordre sur notre sol. Vous comprenez? Donc, en tant que chef religieux, il aura naturellement la liberté de faire sa prêche. Et en tant que chef d'État, naturellement, je crois qu'il y a quand même des canaux par lesquels les chefs d'État communiquent. Vous comprenez? Donc, ça sera une très bonne chose et ça va... D'ailleurs, ça sera une fierté pour nous, pour notre pays. Est-ce qu'Ambongo, c'est un homme crédible? Bon, je ne saurais pas le dire avec exactitude parce que je ne les côtoie pas. J'aurais du mal à affirmer qu'il l'est réellement. Mais je crois que l'Église connaît ses brebis, connaît ses enfants, tout simplement. Et si l'Église estime qu'il a les profils recherchés pour succéder justement au cardinal, au pape qui vient de nous quitter, je pense qu'elle aura la liberté de le faire. Je ne pourrais pas interférer, surtout que je ne suis pas catholique. Mais en tant que chrétien, j'estime qu'il l'est aussi. J'estime qu'il est catholique, il est cardinal, il est cité parmi les favoris et je lui accorde toutes les chances du monde pour qu'il soit désigné comme étant le prochain pape. Merci, honorable Francis Tchibalabala, élu sur la liste de l'UDPS, député de la circonscription de Djangou, ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Entre Ngobila et Daniel Bumba, il semble que Ngobila était meilleur. Vous confirmez? Je ne sais pas. Une autre RDC possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.